Dans cet épisode de Cruauté en Fast Story, nous revenons sur une affaire où jalousie, luxe et obsession se sont entremêlés jusqu'au point de non-retour. Un retour surprise, une attente dans l'ombre, et une nuit où tout a basculé. Ce n'était pas un cambriolage, ce n'était pas un accident, c'était une scène presque théâtrale, sauf qu'ici, le sang n'était pas du faux. Nous pensons souvent que les histoires d'amour se terminent par des larmes, mais parfois, elles se terminent par des balles. Je suis Genéza, et aujourd'hui, nous allons voir comment une vie ordinaire a sombré dans l'impensable. Préparez-vous, car lorsque la jalousie se transforme en obsession, l'élégance peut vite céder la place à l'horreur. Majka Marika Kukukova, ou Maria, comme certains tabloïds ont préféré l'appeler, histoire de rendre l'histoire un peu plus vendable. Elle est née au tout début des années 90, dans un petit village slovaque à peine visible sur une carte, Nova Bošaca. Une bourgade tranquille, presque trop tranquille pour une fille comme elle. Majka, c'était pas le genre à vouloir une vie banale, non. Toute petite déjà, elle en voulait plus. Elle ne rêvait pas d'une maison, 2 enfants et un mari gentil. Non. Elle rêvait de strass, de flash, de projecteurs braqués sur elle. Elle voulait être vue, être désirée, être admirée, devenir mannequin. C'était pas juste un caprice, c'était le plan. Alors à 18 ans, sans trop se retourner, elle a claqué la porte de la maison familiale et a filé droit vers l'Angleterre. Direction Bristol. Elle pensait y trouver des opportunités. Et elle en a trouvé, oui. Des shootings mal payés, des petits boulots épuisants, et la solitude comme colocataire. Mais elle s'est accrochée. Elle voulait sa place sous les projecteurs. Le problème, c'est que la lumière dans ce milieu, elle n'éclaire pas tout le monde. Et pendant que d'autres grimpaient, Majka stagnait. Les castings se faisaient rares. Les contrats, encore plus. Et l'amertume s'est doucement glissée dans sa voix, dans son regard. Elle a commencé à douter, à se demander si au fond elle n'était pas juste, une fille de plus avec un rêve de trop. Mais rentrer en Slovaquie, jamais. Pour elle, ce serait comme admettre l'échec. Elle préférait vivre dans un studio glacé de Bristol que de retourner s'enterrer dans son village natal. Parce qu'en Angleterre, au moins, elle avait une chose précieuse, la liberté, et ce petit confort discret qu'elle n'aurait jamais pu se payer là-bas. Alors elle a continué, elle a tenu bon, et puis, un jour, en 2010, elle est tombée sur une annonce banale. Une bijouterie cherchait une vendeuse. Rien de glamour, mais elle a tenté. Un CV envoyé sans conviction, une candidature presque oubliée. Et pourtant, cette petite annonce allait tout changer, parce que derrière le comptoir de cette boutique, il y avait lui, un homme, puissant, riche, connu dans tout Bristol, et c'est à cet instant précis que la vie de Majka a pris un virage doré. Cet homme, c'était Andrew Bush, un nom qui sonnait bien dans les salons feutrés de Bristol. Le genre d'homme qu'on appelle un self-made man, avec un respect certain et un soupçon d'envie. Car Andrew, lui, il avait gravi l'échelle à la force des poignets. Né autour de l'année 1965 dans une famille modeste, il n'avait hérité de rien, si ce n'est d'un mental d'acier et d'une ambition qui ne laissait aucune place au repos. Là où d'autres rêvaient de réussir, Andrew, lui, travaillait pour réussir. Il se levait tôt, très tôt, direction la salle de sport, puis retour au bureau, chemise impeccable, regard concentré. Il ne comptait pas ses heures, et surtout, il ne dépensait pas n'importe comment. Chaque livre sterling réinvesti, chaque bijou vendu avec flair. Résultat, il s'est bâti petit à petit un empire dans la joaillerie, une chaîne de boutiques appelée Andrew Davids, oui, avec son propre prénom dedans, parce que l'humilité, c'est bien, mais la reconnaissance, c'est mieux.
La presse l'appelait le magnate de la bijouterie. Lui, il souriait, et pendant ce temps-là, il s'offrait des voitures rutilantes et une villa sur la Costa del Sol, en Espagne. Le luxe, version britannique, mais toujours bien mérité. Côté cœur, une autre histoire. Andrew avait été marié à Sam Mason, une voix célèbre à la BBC Radio Bristol. Une femme avec du caractère, et ensemble, ils avaient eu une fille, Ellie, une gamine née à la fin des années 90 qui voyait son père comme un héros. Même après le divorce, Andrew était resté un père présent, attentif, dévoué. Ellie le disait elle-même, « Il est tout ce que j'ai ». Avec Sam, les choses s'étaient terminées en douceur. Pas de scandale, pas de guerre, juste 2 chemins différents. Et après, et bien après, Andrew s'est transformé en un véritable séducteur, un homme d'affaires, au charme carnassier, toujours entouré de jeunes femmes, très jeunes parfois. Certaines le suivaient pour son aura, d'autres pour ses voyages en Espagne, ses cadeaux en or blanc et ses voitures qui brillaient un peu trop. Et puis un jour, Meika a franchi la porte de son bureau. Une mannequin candidate à un poste en boutique. Mais en réalité, ce rendez-vous allait marquer un tournant. Il a suffi d'un regard. Elle avait 20 ans de moins que lui, aucun souci. Andrew aimait la fraîcheur, l'énergie, l'admiration dans les yeux de ces jeunes femmes qui ne savaient pas encore trop où elles allaient, mais qui, avec lui, avaient l'impression d'avoir trouvé la direction. Et Meika, elle n'était pas stupide. Elle a vite compris qu'Andrew n'était pas un homme comme les autres. Il avait ce truc, ce mélange rare de puissance, de confiance et de confort. Il aurait pu être son père, oui, mais franchement, entre un millionnaire à la silhouette athlétique et les types de son âge, fans de jeux vidéo et de nouilles instantanées, le choix a été vite fait. Elle a eu le job, sans surprise. Et très vite, la relation professionnelle a laissé place à autre chose, quelque chose de plus intime, de plus intense. À partir de là, les rôles se sont brouillés, les limites aussi. Elle croyait avoir touché le ciel. Mais ce qu'Andrew lui a offert, ce n'était pas le ciel, c'était une autre planète. Bienvenue dans le monde des ultra-privilégiés. Là où les robes se vendent au prix d'un loyer, où les sacs ont des noms et où les coupes de champagne sont aussi fréquentes que les battements de cils. Avec lui, elle a découvert les boutiques de créateurs, les dîners gastronomiques, les voyages de rêve, direction l'Espagne, toujours. Estepona, pour être précis, une villa digne d'un décor de cinéma. Vue sur mer, soleil permanent, et piscine taillée pour les photos Facebook. Ils y allaient plusieurs fois par an, 4 fois, parfois plus. Et entre 2 séjours andalous, ils s'offraient d'autres échappées belles, des destinations exotiques, toujours choisies par Andrew. Parce qu'Andrew, c'était ça, le grand organisateur, le mécène généreux, l'amant attentif. Meika flottait, littéralement. Elle vivait son conte de fées. Enfin, la version adulte du conte de fées, avec bijoux, jet privé et bain de minuit. Mais les contes, on le sait, finissent rarement bien. Au départ, tout était simple. Andrew la couvrait de cadeaux. Un sac de luxe par-ci, une montre hors de prix par-là. Il adorait la voir s'émerveiller. Cette innocence-là, cette fraîcheur, ça lui donnait l'illusion de revivre, d'avoir 20 ans de moins. Et Meika, elle le regardait comme on regarde un dieu. Elle croyait avoir gagné, mais très vite, quelque chose a changé. L'admiration s'est transformée en dépendance, la gratitude en exigence. Meika ne voulait plus juste profiter de leur histoire, elle voulait tout, chaque seconde, chaque instant de sa vie. Elle devenait collante, oppressante, obsessionnelle. Et quand Andrew sortait sans elle, quand il disait non à une énième sortie parce qu'il avait, vous savez, un travail, elle explosait. Au début, c'était discret.
de petits reproches, de la mauvaise humeur, un regard noir à une serveuse qui avait souri trop longtemps. Et puis ça s'est intensifié. Chaque femme devenait suspecte. Une collègue, une voisine, une cliente, une menace. Andrew, de son côté, restait aveugle. Il aimait Maïka, il aimait l'image qu'ils renvoyaient ensemble, l'homme puissant et la jeune beauté. Il se sentait flatté, invincible. Il croyait pouvoir tout gérer, erreur, parce qu'à force de fermer les yeux, on finit par ne plus voir l'incendie. Et Maïka, elle, brûlait de l'intérieur. Les crises sont devenues plus violentes. Elle criait, pleurait, cassait. Parfois, elle lançait des objets. Oui, littéralement. Des verres, des téléphones. Tout ce qui lui tombait sous la main. Andrew, au début, haussait les épaules. Il pensait que ça passerait. Mais non, ça empirait. Et un jour, il a senti que quelque chose avait basculé. Ce n'était plus de la passion, c'était du contrôle. Elle voulait fouiller son téléphone, lire ses messages, scruter ses appels. Chaque notification devenait un interrogatoire. Et pour un homme comme lui, indépendant, ambitieux, toujours en mouvement, c'était insupportable. Il avait l'impression d'étouffer, de vivre avec une caméra braquée sur lui, et ce n'était pas le seul problème. Il a aussi remarqué un trou, un grand trou, dans ses comptes. Maïka dépensait beaucoup et sans jamais regarder, des vêtements, des bijoux, des accessoires hors de prix. Elle faisait chauffer la carte comme si elle était en solde permanente. Et Andrew? Il a compris. Trop tard, peut-être, que l'amour, parfois, coûte beaucoup plus qu'un diamant. À un moment donné, même les hommes les plus patients jettent l'éponge. Il en avait assez, il n'en pouvait plus. Ce qui, au départ, ressemblait à une romance passionnée, un feu d'artifice permanent, était devenu un champ de mine, une guerre d'usure, et chaque jour passé avec Maïka lui coûtait un peu plus cher, pas seulement en argent, non, en énergie, en paix intérieure, en santé mentale. Les disputes étaient devenues quotidiennes, il suffisait qu'ils disent « non » et elle explosait, pas symboliquement, littéralement. Pour elle, poser une limite équivalait à une trahison. Refuser, c'était l'abandon, le rejet. Et dans son monde, ça, c'était impardonnable. Mais ce qui a vraiment commencé à fissurer les fondations de leur relation, c'étaient les mensonges. D'abord petits, presque banals, des omissions, des exagérations, des petits « je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas t'inquiéter ». Puis, ils ont grossi, jusqu'à l'absurde. Comme ce jour où elle lui a raconté un accident de voiture. Elle avait l'air bouleversée, secouée, en larmes. Et puis, peu à peu, les incohérences ont commencé à sortir. Il n'y avait pas eu de voiture, pas eu de choc, pas même de témoin. C'était du vent, un pur produit de son imagination. Elle avait tout inventé, juste pour attirer l'attention, juste pour qu'on s'inquiète, juste pour qu'on la regarde. Et là, il a compris. Ce n'était plus la jeune femme douce et émerveillée qu'il avait rencontrée dans sa bijouterie. Non, c'était devenu une autre personne, quelqu'un de plus sombre, de plus instable, de plus toxique, exigeante, excessive, manipulatrice. Elle avait un besoin pathologique d'être au centre, d'exister à travers le regard de l'autre. Alors Andrew a pris une décision lente, douloureuse, mais inévitable. Nous sommes en novembre 2013 et dans un coin de sa tête, il commence à envisager la fin. Il se sent vidé, épuisé, il ne reconnaît plus la femme qu'il aime. Mais pire encore, il ne se reconnaît plus lui-même. Chaque jour passé à ses côtés le rapproche un peu plus de ce qu'il déteste. Un homme sur la défensive, méfiant, irritable, prisonnier, et il le sait, elle ne changera pas, jamais. Alors, pourquoi continuer? Il a prévu un voyage d'affaires au Moyen-Orient, important, professionnel, et surtout en solo. Il avait besoin de souffler, de prendre du recul, sans être surveillé, épié, harcelé.
Meika, bien sûr, a très mal réagi. Elle voulait venir, l'accompagner, l'épauler, disait-elle, le contrôler, pensait-il. Mais cette fois, il a tenu bon. Non, elle ne viendrait pas. Point. Fin de la discussion. Mais elle ne lâchait jamais. Elle ne comprenait pas le mot « limite », pas quand il venait de lui. Et quelques jours avant son départ, quelque chose d'étrange est arrivé. Très étrange. Andrew est rentré chez lui et l'a trouvée là, Maïka, allongée, menottée, tremblante, un regard hagard, des larmes, des marques sur les poignets. Elle lui a dit qu'il y avait eu un cambriolage, des intrus, violents, ils l'auraient attaqué, ligoté, et volé plusieurs objets, dont son passeport. Andrew n'a pas attendu. Dès qu'il l'a vue menottée dans son salon, il a appelé la police. Il fallait comprendre ce qui s'était passé. Il fallait réagir. Mais très vite, les enquêteurs ont commencé à lever un sourcil. Puis les deux. Aucune effraction, aucune trace d'entrée forcée, pas de vitre brisée, pas de serrure forcée, rien. Et les voisins? Personne n'a rien vu, rien entendu, même pas un cri. Et puis, il y avait cette victime unique, Meika, seule, attaquée par de mystérieux cambrioleurs, qui, bizarrement, n'avaient volé qu'une poignée d'objets, dont, coïncidence suprême, le passeport d'Andrew. Le seul document dont il avait besoin pour partir en voyage, à quelques jours de son départ. Les policiers ont pris des notes, ont haussé les épaules, ont échangé des regards. Et puis très vite, une évidence a émergé. Cette histoire, encore une fois, ne tenait pas debout. Ce n'était pas un cambriolage. C'était un scénario, un faux braquage. Et Maïka en était l'actrice principale, la metteuse en scène et la seule spectatrice. Pourquoi? Pour le garder, pour l'empêcher de partir, pour retarder, encore une fois, l'inévitable. Mais cette fois, le stratagème n'a pas fonctionné. Andrew en a eu marre. Ce dernier mensonge, cette ultime tentative de manipulation, a été la goutte de trop. Il a rompu et il est parti sans elle. Meika est restée seule, dévastée, abandonnée. Pour elle, c'était impensable, inconcevable. Comment osait-il tourner la page aussi vite? Comment pouvait-il dormir, vivre, respirer, sans elle? Elle qui avait été à ses côtés partout, sur toutes les photos, dans tous les voyages. Elle à qui il avait tout offert. Alors elle a tenté de le reconquérir. Des messages, des photos souvenirs, des montages trop mignons de leurs vacances, de leurs moments à deux, avec, en légende, des citations romantiques, du genre à faire fondre une adolescente, pas un homme d'affaires de 50 ans. Elle publiait tout, sur les réseaux, comme une lettre d'amour géante jetée à la mer pour qu'il la voie, pour que tout le monde la voie. Mais du côté d'Andrew, ce n'était pas romantique, c'était gênant, pathétique même. Pour lui et pour ses proches, ça ressemblait à une tentative désespérée, un spectacle embarrassant. Elle ne le touchait plus, elle ne le faisait plus rêver, elle le mettait mal à l'aise. Et surtout, il savait une chose, il n'y avait plus rien à sauver. Le message était limpide, il ne voulait plus d'elle, c'était fini. Mais pour Meika, impossible d'accepter. Elle n'a pas su ou n'a pas voulu comprendre, parce que dans sa tête, ce n'était pas une rupture, c'était une trahison, une injustice. Et l'idée que cet homme, qu'elle aimait à en perdre la raison, puisse vivre sans elle, la rendait folle. Alors elle a fui, elle a quitté l'Angleterre, rangé sa fierté au fond d'une valise, et elle est retournée en Slovaquie, chez elle, dans son village, là où tout avait commencé. Un retour aux sources? Peut-être. Un exil forcé? Sûrement. Mais même là-bas, dans cette campagne figée dans le temps, Andrew ne l'a pas quittée. Il hantait ses pensées, il occupait ses nuits, il vibrait encore dans ses veines. Et ce qui aurait dû être une parenthèse de paix, une reconstruction, est devenu le terreau fertile d'une obsession.
silencieuse, rampante et de plus en plus sombre. Pendant quelques semaines, tout le monde a cru qu'elle allait mieux. Maïka sortait. Elle voyait du monde. Elle souriait même. Elle a rencontré un autre homme. Et sur les photos, elle avait l'air apaisée. Mais les apparences, on le sait, c'est ce qu'il y a de plus traître, parce qu'au même moment, de l'autre côté de la Manche, Andrew, lui aussi, reprenait sa vie en main, et il ne l'a pas fait à moitié. À peine un mois après la rupture, une autre silhouette est apparue à ses côtés, jeune, élégante, sûre d'elle. Son nom ? Maria Korotaeva, 20 ans, originaire de Russie. Et contrairement à Maïka, Maria n'était pas impressionnable, ni par l'argent, ni par les voitures, ni par les villas en bord de mer. Elle venait elle-même d'un milieu aisé. Elle n'avait pas besoin d'Andrew. Elle choisissait d'être avec lui. Et cette différence-là, Maïka l'a très vite ressentie, comme une gifle, parce que le nouveau couple ne se cachait pas. Au contraire, il s'affichait partout, sur les réseaux sociaux, en voyage, sur la plage, dans des dîners privés, en Espagne évidemment, dans sa villa. Andrew souriait, Maria aussi, il rayonnait, et Maïka, derrière son écran, assistait au spectacle. Le même décor, la même main posée sur une taille fine, le même regard complice, la même coupe de champagne. Mais cette fois, ce n'était plus elle, c'était une autre, et ça, c'était insupportable. Elle n'était plus la muse, ni la partenaire, ni la préférée. Elle était remplacée. Et pendant que le bonheur de son ex s'étalait à la vue de tous, elle, seule dans son village, ruminait. Jour après jour, poste après poste, rongée par l'obsession, par l'humiliation, par cette jalousie froide qui vous griffe l'âme jusqu'à ne plus savoir qui vous êtes. Et à ce stade, il ne s'agissait plus d'amour, mais d'une idée fixe, une idée sombre, tranchante, irréversible. Le 5 avril 2014, Andrew et Maria ont décidé de partir en week-end. Destination, l'Espagne. Et bien sûr, comme à son habitude, Andrew avait prévu de loger dans sa villa d'Estepona. Leur avion a atterri à l'aéroport de Malaga aux alentours de 21h30. Mais ce soir-là, ils n'étaient pas pressés. Pas encore. Ils ont pris leur temps, flâné, peut-être même profité d'un bon dîner. Ils voulaient commencer ce week-end en beauté. Un verre, un peu de musique, une ambiance légère avant de rejoindre leur havre de paix à Estepona. Un des bolides d'Andrew les attendait déjà à l'aéroport. Et vers minuit, après un moment au bar, ils ont enfin franchi les grilles de la villa. Mais à peine entrés, quelque chose a immédiatement cloché. Juste là, près de la porte, des vêtements de femme, pas ceux de Maria, pas ceux d'une invitée annoncée, non, d'étrangers, et en avançant dans la maison, une valise ouverte. À l'intérieur, des vêtements de femme, des affaires personnelles. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas une erreur. Quelqu'un était là. Quelqu'un s'était introduit dans la villa. Maria, inquiète mais curieuse, a décidé de monter à l'étage. Andrew, lui, est resté au rez-de-chaussée, et à peine a-t-elle posé un pied sur les marches qu'elle l'a vu. Une silhouette, une femme, debout, en pyjama, immobile, froide. Elle ne l'avait jamais rencontré en vrai, mais cette image, ce visage, elle le connaissait. Elle l'avait vu en photo, sur les murs de la maison, dans les souvenirs d'Andrew. C'était elle, Maïka Kukukova. Mais que faisait-elle là? Ils n'étaient plus ensemble, elle n'avait rien à faire ici, et surtout, après les harcèlements répétés, Andrew avait obtenu une ordonnance restrictive. Maïka n'avait légalement plus le droit de l'approcher. Et pourtant, elle était là, tranquillement installée dans sa maison, comme si de rien n'était. Maria a pris peur. Elle a tourné les talons, dévalé les escaliers à toute vitesse et s'est précipitée dehors. Andrew, lui, a tenté de rester calme. Il est monté pour parler à Maïka, pour essayer de comprendre, ou au moins de la raisonner.
Ce qu'elle faisait était grave. C'était une violation de domicile, une infraction pénale. Elle pouvait aller en prison pour ça. Mais visiblement, la jeune femme n'avait que faire des conséquences. Quelques minutes plus tard, Andrew est sorti. Son visage était fermé, tendu. Il n'a dit que quelques mots à Maria. « Appelle la police ». Et il est aussitôt rentré dans la maison. Pas d'explication, pas de détails, juste un ordre. Mais Maria ne pouvait pas. Son téléphone était éteint, batterie à plat. C'est à ce moment-là qu'elle s'en est souvenue. Les prises extérieures. Andrew avait fait installer des prises électriques juste devant la maison, pratiques pour le jardin, ou, dans son cas, pour recharger un téléphone à plat. Maria a couru chercher son chargeur. Quelques minutes plus tard, son téléphone était enfin branché, et à peine avait-elle soufflé qu'un son étrange a brisé le silence. Un claquement, puis un autre, et encore un, 3 au total, secs, violents, presque étouffés, mais bien réels. Elle a eu un doute. Est-ce que c'était des coups de feu, ou alors des valises tombées, des objets renversés pendant une dispute? Après tout, si Andrew s'était énervé, ça aurait pu partir en bousculade. Maria est restée dehors. Elle n'a pas osé entrer, elle ne savait pas, elle n'avait pas les clés, et peut-être qu'elle ne voulait pas savoir. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Maïka est apparue, calme, presque sereine. Elle s'est approchée du véhicule dans lequel Maria attendait, et là, d'une voix posée, elle lui a demandé de sortir de la voiture. Elle a affirmé qu'Andrew se trouvait à l'intérieur, dans la salle de bain, qu'il allait bien, qu'il lui avait donné l'autorisation de prendre le Hummer pour aller à l'aéroport. Elle a même montré les clés, preuve ultime, supposée authentique. Maria, sous le choc, n'a pas réagi. Elle a obéi. Elle est descendue. Elle a laissé Maïka s'éloigner au volant du véhicule préféré d'Andrew. Et quand elle a voulu rentrer dans la maison, c'était trop tard. Maïka avait claqué la porte derrière elle. Elle était désormais verrouillée. Maria a crié, appelé, hurlé le nom d'Andrew, encore et encore, mais rien, pas de réponse. C'est alors qu'elle a pris son téléphone, désormais un peu rechargé, et a appelé Rachel, la sœur d'Andrew. Elle lui a raconté tout, l'arrivée, Maïka, les bruits, la fuite, l'attitude étrange, et Rachel, en entendant cela, a paniqué. Elle lui a ordonné, sans réfléchir, « Appelle la police, tout de suite ». Le problème, c'est que la maison était difficile à trouver, mal localisée, isolée, et dans le noir, encore plus compliquée à repérer. Maria a dû sortir dans la rue, marcher jusqu'à la route principale, attendre, guider les policiers jusqu'à l'entrée. Le temps s'égrenait. Enfin, après de longues minutes, les agents sont arrivés. Ne pouvant ouvrir la porte, ils ont escaladé jusqu'à une fenêtre restée entrebâillée. Ils ont pénétré dans la villa, lentement, prudemment. Un silence pesant régnait à l'intérieur. Ils ont commencé à fouiller pièce après pièce. Et pendant que Maria attendait dehors, le cœur battant à tout rompre, les policiers ont découvert ce qu'elle redoutait le plus, le corps d'Andrew Bush, étendu sur le sol, inerte, autour de lui une flaque de sang, épaisse, large, silencieuse. Les policiers ont immédiatement compris que c'était trop tard. Il ne respirait plus, il n'y avait plus rien à faire. Andrew avait reçu 2 balles dans la tête et une autre dans l'épaule, des tirs précis, violents, aucun doute. Quelqu'un avait voulu le tuer, mais un détail a immédiatement fait tiquer les enquêteurs. Dans sa main se trouvait une arme à feu, un pistolet. Tentative de suicide, mise en scène, personne n'y a cru. Les blessures à la tête ne correspondaient pas à un suicide. Trop précise, trop rapprochée. Et Andrew, selon tous ses proches, n'était absolument pas dans un état d'esprit suicidaire. Il venait d'arriver pour passer un week-end au soleil
avec une nouvelle compagne. Il était heureux, détendu. Non, cette arme, c'était un leurre. Quelqu'un avait voulu maquiller un meurtre, et ce quelqu'un, la police n'a pas mis longtemps à l'identifier. Majka Kukukova, l'ex-compagne, présente illégalement dans la maison. La même qui avait pris la fuite au volant du Hummer préféré d'Andrew. La même que Maria avait vue quelques minutes plus tôt dans les escaliers. Une traque a immédiatement été lancée. La voiture a été retrouvée, abandonnée, à plusieurs kilomètres de la villa. Mais Majka, elle, avait disparu. Et maintenant, elle était recherchée dans toute l'Europe, la Slovaquie, l'Angleterre, l'Espagne. Impossible de savoir où elle avait fui. Mais 4 jours plus tard, contre toute attente, elle est réapparue. Le 9 avril 2014, Majka s'est présentée dans un commissariat slovaque, volontairement. Elle avait compris qu'elle ne pourrait pas fuir éternellement. Chaque poste frontière, chaque caméra, chaque aéroport. Elle était sur toutes les listes de personnes recherchées. Peu importe où elle irait, elle finirait par être arrêtée. Alors, elle a préféré se rendre, avec une histoire. Elle a expliqué qu'elle avait quitté Estepona parce qu'elle ne faisait pas confiance à la justice espagnole. Elle craignait de ne pas être traitée équitablement. Alors, après la mort d'Andrew, elle avait appelé son nouveau petit ami en Slovaquie pour qu'il vienne la chercher. Et ensemble, ils étaient retournés dans son village natal. Elle a ensuite affirmé avoir été enceinte d'Andrew. Et que si elle s'était rendue en Espagne 2 jours plus tôt, c'était uniquement pour lui annoncer la nouvelle. Cette version, surprenante, a pourtant été en partie confirmée par des voisins. Certains habitants d'Estepona ont témoigné l'avoir vue, seule, dans le jardin de la villa, avant l'arrivée du couple. Mais une question restait en suspens. Pourquoi était-elle toujours là, cachée à l'étage, quand Andrew et Maria sont arrivés? Et surtout, que s'est-il passé ce soir-là? Face aux enquêteurs, Majka a présenté sa version des faits. Elle aurait annoncé une grossesse à Andrew, provoquant une réaction violente de sa part. Il aurait saisi une arme, tiré une première fois, et une bagarre aurait éclaté. Selon elle, dans la panique, le pistolet aurait tiré 3 fois, par accident. Elle a plaidé la légitime défense, mais les experts ont rapidement démoli ce récit. 1. Elle n'était pas enceinte, comme l'ont prouvé les tests médicaux. Le mobile invoqué était un mensonge. 2. Andrew n'avait pas tiré, aucune trace de poudre sur ses mains. 3. Les tirs ont été effectués à distance, à environ 1,50 m. Pas à bout portant, pas dans un combat rapproché. Et 4. L'arme retrouvée dans la main d'Andrew avait été placée après sa mort. L'angle des tirs et la position du corps indiquaient une mise en scène. La version du suicide, puis celle de l'accident, puis celle de la légitime défense, toutes se sont écroulées. La vérité, Majka avait tué Andrew volontairement et avait tenté de maquiller son acte. 6 semaines après les faits, elle a été extradée vers l'Espagne et placée en détention provisoire, sans possibilité de liberté sous caution à cause du risque de fuite. Son procès s'est ouvert en mai 2016. Elle a adopté une stratégie classique, se présenter en victime d'un compagnon violent, autoritaire, manipulateur. Elle a parlé d'un climat de peur dans leur couple. Mais cette version s'est heurtée à une incohérence majeure. Elle s'était rendue volontairement chez lui pour lui annoncer une grossesse qui n'existait pas. Lors du procès de Majka, l'histoire d'une prétendue grossesse n'a plus été mentionnée, car aucun test, suivi médical ou preuve, n'a confirmé cette version. Elle a alors changé de discours, affirmant qu'Andrew Bush l'avait autorisée à entrer chez lui pour récupérer ses affaires. Pourtant, ces déclarations étaient truffées de contradictions. Pourquoi aller seule dans une maison où elle disait craindre l'homme?
Pourquoi y rester cachée 2 jours? Elle a parlé d'une altercation le jour du drame, montrant des blessures, mais les experts ont déterminé qu'elle ne correspondait pas à une agression ni à l'heure de la mort. Aucune trace de son ADN n'a été retrouvée sur le corps d'Andrew, discréditant sa version de la légitime défense. Le flou subsistait sur l'origine de l'arme du crime. Aucune preuve n'indiquait si elle lui appartenait à elle ou à Andrew. Mais une chose était claire, elle avait eu le temps de fuir. Andrew lui tournait le dos, demandait de l'aide. Elle aurait pu partir. Elle ne l'a pas fait. Elle a attendu et elle a tiré. Pendant le procès, elle a tenté d'émouvoir en pleurant, en s'effondrant. Mais les jurés n'ont pas été dupes. Le 27 mai 2016, elle a été déclarée coupable. Le jury a rejeté la thèse de la légitime défense. Rien ne prouvait qu'Andrew l'avait attaquée ou menacée. En revanche, ils ont retenu qu'elle avait agi sous l'emprise d'un état passionnel, obsédé par leur rupture et la perte de statut social. Cela a écarté la préméditation, permettant une peine atténuée. Le 31 mai 2016, elle a été condamnée à 15 ans et demi de prison, 15 pour le meurtre, 6 mois pour violation de domicile. La peine était inférieure à celle demandée par le procureur, 20 ans, et espérée par la famille Bush, 25. La défense a fait appel, faisant valoir que Mayka s'était rendue d'elle-même à la police et avait encore les clés, ce qui contestait le chef d'accusation de cambriolage. La famille d'Andrew, malgré la condamnation, est restée en deuil. Le corps d'Andrew a été retenu en Espagne pendant 8 ans comme pièce à conviction. Ce n'est qu'en 2022 qu'il a pu être rapatrié au Royaume-Uni. Mais cette affaire a connu une fin brutale pour les proches. Fin 2022, Rachel Bush a découvert sur les réseaux sociaux des photos de Mayka Kukukova, libre, souriante, profitant des plages espagnoles. Aucune autorité ne les avait informés. D'après eux, Mayka n'aurait purgé qu'environ 8 ans, bien loin des presque 14 initialement prononcés. Pour la famille Bush, le sentiment d'injustice est profond. 8 ans. Pour une vie brisée. Trop peu. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.